année aux auditrices et aux auditeurs de RCF qui nous rejoignent pour cette nouvelle émission. En ces temps de vœux, c'est aussi l'occasion de faire le bilan du millésime 2011 écoulé et de se souvenir sans doute que l'un des temps forts de l'année passée en Corrèze a été le 60e anniversaire du barrage de Bord-les-Orgues. Cette étape a donné lieu à de nombreuses manifestations commémoratives, festives, dans lesquelles l'histoire a eu sa part, grâce au beau livre d'Alexandre Pau sur Bord-les-Orgues, un barrage dans l'histoire, paru aux éditions Privat, qui sont spécialisées dans une histoire régionale au sens large et bien entendu du terme. L'ouvrage préfacé par François Hollande en sa qualité de président du Conseil général vient à point donc pour compléter l'ensemble des manifestations relatives à ce 60e anniversaire. Et il est écrit par un auteur qui est docteur en histoire contemporaine de l'Université de Montpellier. Il aborde une histoire qui est à la fois technique, économique, culturelle, pour remettre en perspective les connaissances dans une période de débat public autour du renouvellement des concessions de barrages de la Dordogne, dont la plupart sont actuellement exploitées par EDF. La contribution de l'histoire s'avère donc essentielle pour qui veut comprendre l'importance du barrage de Bord et sa place dans une histoire locale particulièrement intégrée à l'histoire nationale, c'est-à-dire à l'histoire tout court. Écrit d'une plume limpide et agrémenté d'une très riche documentation photographique, l'ouvrage nous permet d'aller et venir entre le passé, le présent et le futur. Bref, il s'agit bien d'un ouvrage sur Bord-les-Orgues, un barrage dans l'histoire. Alexandre Pau, bonjour et merci de nous rejoindre grâce aux ondes de RCF. Après votre thèse d'histoire contemporaine, votre livre sur le barrage de Bord et votre premier ouvrage, on va dire un peu éloigné de votre champ initial de recherche. Et d'emblée, pour ne plus avoir à y revenir ensuite, une question préalable qui me brûle les lèvres. Comment passe-t-on des Polignac, votre thème initial de recherche, au barrage de Bord ? Alors bonjour Pascal Bousséroux. Tout simplement, c'est vrai que cette question est revenue souvent lors des rencontres avec les habitants du plateau bortois, puisque moi j'habite dans le Gard. Pourquoi être venu travailler sur le barrage ? Eh bien tout simplement parce que j'avais déjà eu donc cette occasion de travailler sur la Haute-Loire du côté de Polignac, donc tout près du Puy-en-Velay, et donc j'étais déjà un petit peu dans l'idée de ce qu'on peut vivre sur le Massif central dans le sens large du terme, et j'ai trouvé beaucoup de similitudes entre la rencontre que j'ai pu faire avec les gens du Puy-en-Velay et puis les gens de la Corrèze, et donc en fait je me suis presque senti 8 ans en arrière dans mes premières recherches historiques et universitaires, donc voilà, c'est plus un lien sentimental on va dire qui pour le Massif central que j'ai pu prolonger donc à travers cet ouvrage sur Bord-les-Orgues. Et puis en même temps, vous avez fait œuvre de méthode historique en appliquant donc les méthodes de votre recherche à votre objet nouveau que François Hollande définit comme un colosse ambivalent. Alors oui, un colosse ambivalent. On connaît bien la petite phrase de Mao Tse-tung qui disait qu'il fallait marcher sur ses deux jambes, en parlant de l'agriculture et de l'industrie. Et là, la France, dans une phase, on va dire industrielle, s'appuyer sur sa jambe énergétique en voulant construire ce barrage de Bord-les-Orgues. Alors justement, ce qui est frappant dans votre ouvrage, c'est que vous insistez beaucoup sur la prouesse technique qu'a été la construction du barrage. Alors ces prouesses techniques, c'est un euphémisme parce que à l'époque on parlait du chantier de Bord-les-Orgues comme le plus grand chantier de France. C'est un titre qui était largement mérité si on regarde l'ampleur de l'édifice, un mur gigantesque, un mur de béton de 120 mètres de haut, 350 mètres de large qui permet de rattacher deux vallées, deux côtés de vallée, deux bords de vallée, et on va dire d'un point de vue technique certainement le barrage qui a été le plus vite coulé, toute proportion gardée, puisque je l'explique
j'explique dans le livre, l'année 1950 a été celle de tous les records en ce qui concerne le bétonnage. Un barrage qui a nécessité 700 000 mètres cubes de béton. Et plus que les chiffres techniques, il faut aussi aborder le côté humain de la construction, puisque c'est une aventure humaine incontestablement. La population bortoise, par exemple, la population de la ville de Bord s'est vue quasiment doublée entre 1942 et 1952, qui sont les 10 années qui ont été nécessaires pour la construction du barrage. Et on a, pour ainsi dire, carrément créé une ville ex nihilo, à savoir la cité de la Plantade, au sud de Bord-les-Orgues, qui a accueilli plusieurs centaines de familles d'ingénieurs qui se déplaçaient qui sont déplacés à bord pour la construction du barrage. Donc oui, c'est un ouvrage, une prouesse exceptionnelle que ce barrage de Bord-les-Orgues. Vous dites à un moment, je vous cite, page 52, l'installation tentée à Bord-les-Orgues est tout à fait inédite. Tout à fait. Vous expliquez aussi la multiplicité des contraintes qu'il a fallu vaincre. Alors, si on revient sur cette histoire par exemple de bétonnage, il faut savoir qu'elle est inédite parce qu'on se trouve quand même dans des temps qui sont des temps de guerre et qui même après la guerre, nul n'ignore que les premiers temps au sortir de la guerre ont été difficiles pour tout le monde. Donc il y a une difficulté d'approvisionnement qui a fait que en fait la construction du barrage a pris plus de temps que prévu. Et donc ça veut dire concrètement que il n'y a pas les ressources nécessaires sur le plan technique, le ciment n'arrive pas à temps, on n'a pas l'équipe qui était prévue pour construire un chantier de cette échelle, on a du mal à constituer tout l'arsenal nécessaire pour se lancer dans le chantier. Et en plus, au départ, on tâtonne puisque il y a des difficultés concernant la roche sur laquelle on va ancrer le barrage. Alors ça, c'est effectivement là qu'il a fallu vraiment que les ingénieurs se dépassent. On a fait des carottages très très profondément dans la roche pour tout simplement ancrer, cimenter, bétonner. Ça a été vraiment ce qui a fait perdre le plus de temps au chantier, je dirais, mais à juste titre, parce que bon, c'est un barrage poids-voûte. Le principe du barrage poids-voûte, c'est donc de former un mur de béton qui va entre 80 mètres d'épaisseur à la base et 8 mètres d'épaisseur au sommet. Mais sur les côtés, le rôle de l'ancrage dans les deux parois de la vallée est évident parce que il vient casser la force de l'eau, une retenue d'eau qui est de plus de 470 000 mètres cubes d'eau. Donc ça, on est d'un point de vue technique dans une réalisation assez inédite, parce que chaque vallée qui supporte un barrage offre ses contraintes géologiques. Et là, en l'occurrence, ils ont été assez surpris, ces ingénieurs, quand ils ont commencé à creuser, voir que la roche était assez friable, puisqu'il s'agissait de mica-schiste. Et plus on s'enfonçait pour faire les ancrages, et plus la roche explosait. Donc on a été vraiment très très loin d'un point de vue technologique pour édifier ce barrage, quoi. Et dans un second temps, donc pour la construction du mur de béton, et bien là aussi quasiment on a mis en place un nouveau système de coffrage, puisqu'il faut savoir que jusque-là les barrages se faisaient grâce à des bois de coffrage, donc c'était extrêmement long. Et encore une fois, en temps de carence, de manque d'approvisionnement, pouvoir faire un coffrage de béton pour un ouvrage de telle ampleur, c'était vraiment très très difficile. Alors on a mis en place une nouvelle méthode, à ma connaissance c'est la première fois que ça avait été mis en place comme ça, de blocs préfabriqués qui ont servi pour mouler les parois du barrage. Et donc on est arrivé tout simplement avec un système très astucieux d'alimentation par des bennes, ce que j'appelle la valse des bennes, tout autour de l'ouvrage. Il y avait une passerelle qui avait été placée pour servir un monorail qui distribuait les bennes de béton à une vitesse affolante. Les bennes pouvaient se succéder quasiment toutes les 22 secondes sur ce monorail, et on coulait comme ça plusieurs mètres cubes, plusieurs milliers même de mètres cubes, puisque on pouvait le record, je crois que c'était 3200 mètres cubes qui avaient été coulés dans une seule journée. Donc
Voilà, un rythme effréné à partir de 1950, mais des contraintes très difficiles que les ingénieurs ont toujours dépassées pour cet ouvrage de Bord-les-Orgues. Et ce que vous décrivez justement montre finalement la révolution industrielle en marche, finalement, ça, dans sa phase après 1945, mais vous expliquez aussi quelque chose qu'on perd un peu de vue, parce que l'époque a changé, c'est-à-dire que le barrage ne présente pas simplement un intérêt local, l'électrification d'une ligne de chemin de fer, mais également il présente aussi un intérêt national, eu égard à l'importance de la production hydroélectrique, qui est en quelque sorte l'énergie d'avenir sur laquelle on mise au début des années 50. Alors oui, là je fais un petit clin d'œil, puisque en 1952, il faut savoir que on est dans les balbutiements du nucléaire, et dans le livre, c'est vrai que j'ai été un petit peu inspiré par ce qui s'est passé dans l'actualité proche, mais dans le livre on était conscient que l'énergie hydraulique était l'énergie d'avenir. Et quand le nucléaire arrive au sortir de la guerre, eh bien c'est sous l'impulsion notamment de Gaulle, hein, que le nucléaire va se développer dans notre pays, mais véritablement on n'avait pas conscience au moment où on a commencé à construire le barrage en 1942 qu'on faisait ça finalement pour que l'énergie hydraulique passe en seconde position des énergies qui vont alimenter la France, puisque aujourd'hui je crois que l'hydraulique c'est 10% de la consommation électrique des Français. Donc il faut rappeler qu'en 1942, quand le maréchal Pétain prend la décision de lancer officiellement par décret la construction du chantier du barrage de Bord-les-Orgues, c'est pour faire face aux carences de l'occupation et pour alimenter pour alimenter la France en électricité très clairement, quoi. Et même si je devais remonter un peu plus loin, je dirais qu'au début du siècle, vers 1917, quand le projet est sorti des cartons, parce que souvent on pense que ce projet a été le fruit exclusif du régime de Vichy, mais en fait pas du tout. Il faut savoir que le projet de construire un barrage à cet endroit-là de la Dordogne, c'est le premier barrage de la Dordogne, eh bien on était en 1917 dans l'idée déjà de créer quelque chose sur la retenue de la Haute Dordogne pour récupérer de l'électricité. Et là l'objectif effectivement il est logique par rapport à la consommation électrique de l'époque. C'est on veut électrifier je crois quelque chose comme 3300 km de lignes électriques pour un train, quoi. Donc en fonction de l'avancée dans le temps de la politique énergétique et du besoin qui s'est créé en énergie dans notre pays au cours du XXe siècle, eh bien le barrage a tour à tour est passé d'alimentation d'un chemin de fer, puis alimentation à l'échelle du pays, puis finalement a été relégué dans un second rang face au nucléaire. Donc c'est assez particulier comme histoire, parce que c'est effectivement révélateur de l'évolution de l'histoire industrielle de notre pays, quoi. Vous avez tout à fait raison de rappeler qu'au début des années, pendant la Première Guerre mondiale et au début des années 20, on s'intéresse déjà à ces projets. Les chambres économiques de la 17e région économique, je sais plus si c'est la 17e, je le dis de mémoire, ont développé de nombreux débats, ont déposé de nombreuses motions, ont associé le ministre Henri Queuille, qui a été non seulement ministre de l'Agriculture, mais il ne faut pas l'oublier, ministre des Travaux publics aussi, à toute cette entreprise qui vient de loin et qui résulte d'une conjonction des forces économiques. Et là, je crois que vous touchez un point qu'on considère un petit peu comme un point aveugle de notre histoire contemporaine, mais en même temps, ce que vous évoquez sur la période de Vichy, est-ce que ça n'est pas non plus aussi ce qui a fait la chance de ce barrage par rapport à celui de Marège dans une certaine mesure, et avant tout celui de l'Aigle, qui a été à la fois construit mais en même temps un enjeu de l'occupation. Finalement, on était dans la première phase, donc la période de l'occupation n'a pas trop entravé le processus. Du tout, en fait, on va dire qu'elle l'a précipité. C'est en 40, je crois que quelques mois après la politique de collaboration que Pétain décide d'organiser en comité. Alors c'était des COE, je crois, voilà, comité d'organisation à l'énergie électrique. Et donc Pétain, pour faire face à cette volonté de relancer la France parce que bon, il faut se rappeler que effectivement toute la partie, le poumon économique de la France à l'époque, c'était le Nord, mais aussi l'Alsace et la Lorraine.